J'ai vraiment l'immense plaisir de vous présenter Madame Maryvonne Liazide, qui vient de Strasbourg. Alors, capitale européenne. Oui, et ça, c'est intéressant de le souligner, notamment dans votre parcours de vie et vos engagements. Donc, Madame Liazide, la protection et la promotion des droits de l'homme et du citoyen sont le fil conducteur de votre parcours de vie. C'est ce que vous m'avez dit d'ailleurs quand nous avons préparé cette interview. Vous avez contribué aux travaux pour la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Vous avez siégé au Conseil de l'Europe, à la vice-présidence de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité en 2011, puis comme adjointe au défenseur des droits en charge de la lutte contre les discriminations de 2011 à 2015. Mais je voudrais mettre en avant quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et qui nous émeut. En 2013, avec Charles Gardou, vous lancez un comité de soutien pour la création d'un mémorial en hommage aux 45 000 personnes malades mentales mortes de faim dans les hôpitaux psychiatriques français pendant la Seconde Guerre mondiale entre 1941 et 1945. Grâce à vous, à Charles Gardou et à toutes les personnes qui se sont mobilisées autour de vous, Monsieur Gilles, voilà, qui est là, de la délégation de l'UNAFAM. Donc, grâce à vous toutes et tous, cette stèle fut inaugurée par le président de la République, place du Trocadéro à Paris, le 10 décembre 2016, Journée internationale des droits de l'homme. Et ce parvis s'appelle dorénavant le parvis des droits de l'homme. Donc, ça nous émeut énormément, évidemment. Vous êtes aujourd'hui membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Vous avez donc défendu et vous défendez les droits de l'homme dans toutes les situations d'exclusion sociale, notamment dans le champ du handicap. Donc, Madame Liazide, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'on appelle l'approche du handicap par les droits de l'homme et quel changement doit apporter cette approche? Bien, merci Roselyne. J'ai un double handicap. Le premier, c'est que nous devrions être déjà autour du buffet. Et puis le deuxième, c'est que parler de droit, c'est toujours un peu rébarbatif. Non, mais je vais essayer justement de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Et quand je parle de droit, c'est toujours enraciné justement dans des récits de vie. Et avant d'avoir la carrière que vous avez évoquée, mon premier contact avec les questions de handicap et le champ de la psychiatrie, c'est quand j'étais jeune inspectrice des affaires sanitaires et sociales à Strasbourg en 74. C'est d'affronter via la protection de l'enfance la mise en place de la loi de 1975. Je voulais simplement dire ça parce que je ne suis pas une intellectuelle, j'ai été longtemps dans l'opérationnalisation des politiques publiques. Alors, comme il va falloir faire court et condensé, je vais essayer à chaque fois que vous ayez les repères. Alors, qu'est-ce qu'on appelle cette approche par les droits ? Les droits, ça sert à quoi? Les droits, c'est une vision de la personne humaine. C'est une vision de la personne humaine en tant que citoyenne de sa communauté, de son pays et du monde. Et enfin, le droit, c'est l'outil de la régulation,
justement pour accéder à ces droits, mais aussi l'outil de la régulation des conflits. Donc, de ce fait-là, les droits de l'homme, elles sont nées du deuxième conflit mondial pour réaffirmer que nous sommes tous libres et égaux en droit. C'est donc la Déclaration internationale des droits de l'homme, et s'en est suivi des pactes, mais je rentrerai pas dans les détails, mais surtout s'en est suivi des conventions internationales qui existent. Pourquoi? C'est parce que on considère que certaines situations rendent plus difficile l'accès aux droits. C'est quoi ces situations? Eh bien, c'est la situation souvent de l'inégalité entre les femmes et les hommes. C'est la situation des enfants et c'est la situation la situation de handicap. Et par ces trois situations, je vous ai indiqué les trois conventions internationales qui sont, je dirais, des guides repères pour l'accès aux droits à la fois des enfants, des femmes et des personnes en situation de handicap. Sur le continent européen, grâce, je dirais, aux pères de l'Europe, dont Schuman, Cassin, etc., il a été souhaité qu'il y ait une justicialisation de ces droits. Ça passe par quoi? Ça passe effectivement par le Conseil de l'Europe, où il y a à la fois la Convention européenne des droits et libertés fondamentales, et il y a une Cour européenne des droits de l'homme devant laquelle chaque citoyen des pays membres du Conseil de l'Europe, il y en a 47 actuellement, peuvent ester lorsque leurs droits dans leur propre pays, il y a eu, ils n'ont pas été satisfaits. Et d'autre part, lorsque l'intégration européenne s'est créée par le développement de l'Union européenne, ce développement est aussi basé sur les droits, puisqu'il y a une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui reprend la Convention européenne des droits et libertés fondamentales. Et il y a également le fait que la Commission européenne a ratifié la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Et je rajouterai un dernier point. Il y a un traité, puisque l'Union européenne se construit par des traités successifs. C'est le traité d'Amsterdam de 97 qui a amené la lutte contre les discriminations et la fameuse ALDE, et notamment le défenseur des droits. Donc voilà ce que l'on appelle les droits fondamentaux. Ces droits fondamentaux, c'est pas le droit des patients, c'est pas le droit des usagers. Souvent en France, dans le champ du handicap et dans la psychiatrie, on aborde cette question des droits par l'entrée restrictive des droits des patients et des droits des usagers dans le champ médico-social. C'est pourquoi, je dirais, c'est vrai que le combat de mon énergie actuellement, c'est qu'il y ait appropriation par les champs associatifs concernés de cette approche par les droits. Je suis pas seule à porter ce combat, je le porte notamment avec le CFHE, donc le Comité français pour les questions européennes et internationales dans le champ du handicap. Et nous avons produit en mars 2018 une brochure qui est téléchargeable sur ce site et qui s'appelle « Les droits de l'homme, parlons-en, proposition aux acteurs du champ du handicap ». Donc c'est l'ouvrage vers lequel vous devrez vous précipiter si ma première partie d'intervention vous a intéressé. Parce que il faut maintenant que le champ associatif, justement, se matérialise ces droits fondamentaux. Alors, pour l'avoir conduit avec une autre grande association, on a fait ce travail d'appropriation et on a considéré que cette grille de lecture des droits fondamentaux, c'est quoi? C'est 4 piliers. C'est la liberté, l'égalité des droits, la dignité et le libre choix de vie autonome. Et sur ces 4 piliers, il y a
tous les aspects que vous avez évoqués précédemment de la réhabilitation, que sont la santé, l'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, l'habitat, l'éducation, l'emploi, les ressources, les voies de recours. Donc sur cette grille de lecture des droits fondamentaux où je pense que chaque association doit faire un travail d'apprentissage et de pédagogie pour s'en emparer, pour que, et pourquoi, et j'en terminerai par là sur cette première question, que ça soit la grille de lecture des personnes pour renforcer leur pouvoir d'agir, que ce soit la grille de lecture des professionnels pour que tous les actes qu'ils posent, ils le posent dans ce sens humain du respect d'un certain nombre de droits des personnes qui sont accompagnées, et que ce soit le socle des projets politiques et stratégiques des associations. Merci Marie-Yvonne. Donc effectivement, vous êtes membre du CFHE, le Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes et internationales. Sachez que l'UNAFAM a été l'une des quelques associations qui ont créé ce CFHE à l'époque. Et nous sommes donc toujours membres de droit du bureau du CFHE. Donc nous y siégeons ensemble. Alors, donc, vous avez fait référence à, et c'est très important, moi je suis très sensible à ce que vous avez dit parce que à l'UNAFAM, nous nous sommes emparés de cette question de l'approche par les droits. C'est-à-dire que nous envisageons maintenant les réflexions et les plaidoyers, les actions à mener autour de ces droits fondamentaux que vous venez de mentionner. Par exemple, le droit à la santé, le droit aux accompagnements pour une autonomie de vie, une inclusion dans la société, le droit à l'emploi, etc. Donc, maintenant, Marie-Yvonne, donc vous avez parlé là du rôle très important du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, vous le savez, a dénoncé très récemment, en décembre dernier, que le fait qu'en France, les personnes en situation de handicap et leurs familles étaient entravées dans l'exercice de leurs droits, ce que confirment d'ailleurs les chiffres du baromètre de l'UNAFAM 2023 et a reconnu, puisque l'UNAFAM a été partie prenante d'une réclamation collective et l'État français donc n'a pas pris la mesure des besoins des personnes vivant avec des troubles psychiques et de leurs familles. Et leurs droits fondamentaux sont bafoués. Ça, c'est le Conseil de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, s'il vous plaît, Marie-Yvonne, sur cette démarche de réclamation collective? Qu'est-ce qui la rend possible? Et puis ensuite, nous dire en quoi les outils internationaux de défense des droits de l'homme dont vous avez parlé, la Convention internationale ratifiée par la France en 2010, les conventions européennes, en quoi sont-ils des leviers pour l'effectivité des droits de nos proches et des familles? Parce que c'est les proches et les familles, c'est pas que les personnes handicapées. On fait donc la deuxième et la troisième question ensemble. Non, c'était la deuxième, Marie-Yvonne, il y en a une petite troisième. Une petite troisième, d'accord. Alors, je suis obligée, pour vous répondre, Roselyne, de refaire un tout petit peu de pédagogie. Le Conseil de l'Europe, c'est à la fois cette Convention européenne des droits et libertés fondamentales, avec sa Cour, la Cour européenne, et il y a aussi un autre instrument juridique important qui est la Charte sociale européenne et qui, elle, couvre tous les droits sociaux. Elle a été révisée en 1993, c'est d'ailleurs l'époque à laquelle où je travaillais au Conseil de l'Europe. Cette révision, ça a permis quoi? C'est ce qu'on a appelé la réclamation collective, c'est-à-dire c'est ouvert aux syndicats et au monde associatif de porter une réclamation collective pour faire valoir des atteintes à des articles de la Charte sociale européenne. Et c'est donc ce que 5 grandes associations françaises en 2018 ont fait. C'est donc l'APF, la FNAT, le KPA, l'UNAPI et l'UNAFAM, avec le soutien du Forum européen des personnes handicapées et aussi Inclusion Europe. Parce que là, je dirais, c'est pas des travaux journalistiques ou des travaux de comptoir.
puisqu'il était invoqué des violations à ces articles, il fallait donc documenter ces violations et ensuite donc construire la réclamation collective, ce qui a été fait donc brillamment en 2018. Sur cette base s'enclenche un travail à la fois de production du rapport du gouvernement de l'État incriminé et également des contributions. Et en France, ça a été une contribution de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et du défenseur, plus exactement de la défenseur des droits. Le rapport évoqué par Roselyne, il fait 84 pages, donc c'est vraiment un travail très fouillé, des analyses des politiques publiques qui correspondent aux articles qui ont été mis en avant, avec effectivement le diagnostic, entre guillemets, qu'en a fait le comité des experts de la Charte sociale européenne. Et là aussi, pour faire très court, là, ce comité a considéré qu'il y avait eu violation au moins de 3 articles. L'article 11 sur l'accès aux services de santé, l'article 15 qui porte sur les services d'aide sociale, aide financière, transport, politique coordonnée pour l'intégration sociale et la vie dans la communauté. Vous entendez ce que je dis, c'est fait écho à tout ce dont vous avez parlé ce matin. Et le dernier article qui porte notamment votre empreinte, c'est la protection de la famille et la fragilisation de la famille lorsqu'il y a situation de handicap ou parentalité handicapée. Je rentre pas plus dans les détails puisque c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un travail juridique, mais ça permet, et les associations l'ont fait immédiatement après, de partir à une nouvelle interpellation des politiques publiques qui sont conduites dans ces différents champs pour qu'il y ait une politique plus inclusive et notamment d'accès universel basé sur les droits. Donc voilà par rapport à la réclamation collective et le moment venu, on va parler des recours individuels, je pense. Oui, un mot, parce qu'il nous reste peu de temps malheureusement, mais bon, un mot sur les recours individuels et ensuite, Marie-Vonne, j'aimerais bien que vous nous disiez quel rôle joue cette Commission nationale consultative des droits de l'homme en France et le ou la défenseur des droits dans cette évolution nécessaire de notre société, afin que les personnes handicapées, et notamment celles qui vivent avec des troubles psychiques et leurs familles, y aient leur juste place. Alors, de la manière la plus synthétique possible, tout d'abord le recours individuel. Il est devant la Cour européenne des droits de l'homme, je l'ai évoqué, mais également auprès du défenseur des droits. Et le défenseur des droits, à la fois par sa disponibilité au travers du travail des délégués du défenseur des droits et ensuite du portage juridique d'un certain nombre de dossiers, le défenseur des droits s'appuie sur ces textes internationaux. Et donc, ça permet d'élargir aussi la possibilité des recours individuels. Devant la Commission nationale consultative des droits de l'homme, il n'y a pas de recours individuel. Le rôle de la Commission nationale consultative, un petit cocorico, nous avons été la première au monde. La CNCDH française, elle date de 1947, et notamment à l'instigation de René Cassin. Et c'est en quelque sorte sur le modèle de la CNCDH française que s'est construit les commissions nationales consultatives qui existent actuellement dans le monde. Il en existe pratiquement dans les 193 pays des Nations Unies. Quelle est sa mission, la nôtre et celle des autres pays? Eh bien, c'est de conseiller les pouvoirs publics en matière de droits humains, c'est de contrôler le respect par la France de ses engagements internationaux et de mener des actions d'éducation sur les droits humains. Et pour faire cela, la Commission, son intérêt, c'est que nous sommes à parité des personnes issues des mouvements associatifs
et des personnalités qualifiées qui mobilisent des secteurs d'expertise. Et pour ce faire, donc, on a un outil très important qui est de pouvoir avoir un mandat spécial du gouvernement pour étudier des sujets. Un sujet que vous connaissez et qui est encore malheureusement très dans l'actualité, c'est le rapport que produit chaque année la CNCDH sur le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Et en 2019, le Premier ministre Jean Castex a confié un mandat à la CNCDH pour que justement il y ait un travail dans le champ du handicap qui permette d'analyser la persistance des stéréotypes et des préjugés dans ce champ et de faire une évaluation de l'effectivité des droits fondamentaux dans les politiques publiques. Le premier travail sur les stéréotypes et les préjugés, c'est une enquête sociologique. Elle est déjà disponible. Elle s'appelle « Enquête sur les préjugés et stéréotypes à l'égard du handicap en France ». Elle est téléchargeable sur le site de la CNCDH. C'est une enquête sociologique conduite par Cindy Lebas. Je ne vais pas vous détailler les contenus, simplement vous dire que le handicap psychique est le premier handicap le plus mal perçu en population générale, mais ça va pas vous surprendre. Ensuite, sur l'évaluation des politiques publiques, ce rapport est terminé. Avec le président de la CNCDH, nous le remettons à la ministre le 4 décembre. Donc, il y aura publicité de ce rapport à partir du 4 décembre. Il est composé de 3 parties. Cette enquête sociologique que je viens d'évoquer, l'évaluation des politiques publiques, je le répète, à la lumière des droits fondamentaux. Et donc, il y a toute une série de politiques publiques qui ont été analysées. Je ne vais pas les passer en revue. On a bien sûr traité de l'éducation, du droit au logement, de l'emploi, la participation à la vie et à la cité, etc., etc. Et surtout, on s'est attaché dans une 3e partie à travailler les 4 principaux stéréotypes dans le champ du handicap, selon nous, au regard des droits fondamentaux. Ils portent à la fois sur tout ce qui est premier domaine, tout ce qui est la vie personnelle, intime, affective, sexuelle et de couple. Le deuxième, c'est justement les stéréotypes par rapport aux familles et la parentalité, je dirais, des personnes en situation de handicap. Les stéréotypes et les préjugés dans le champ du genre, donc avec une surreprésentation des violences dans le champ du handicap à l'égard des femmes, et enfin tout ce qui concerne le vieillissement et l'agisme, ça a été évoqué. Donc voilà la méthode de travail de la CNCDH, donc à la fois ce mandat que nous a donné le Premier ministre, eh bien, nous le renouvellerons tous les 2 ans. Donc, il y aura maintenant un rapport sur ces questions tous les 2 ans. Par ailleurs, il y a la possibilité aussi que la CNCDH se saisisse d'un sujet, et c'est notamment de 2 sujets dont elle s'est saisie récemment et qui vont faire écho aussi. C'est la question du droit de vote et de la déconjugalisation de l'AAH. Donc là aussi, sujet dans l'actualité et qui montre bien que c'est l'outil droit peut être un outil puissant. Oui, merci Marie-Yvonne. Alors moi, ce que je voudrais dire peut-être, parce que toutes les personnes, les membres de l'UNAFAM qui sont ici présents, peuvent se demander, mais finalement, moi, à quoi ça me sert tout ça? Ben si, tout à fait directement, puisque vous avez vu que Madame Liazid ici vous a parlé de tout ce qui est recours individuel. C'est-à-dire que vous-même, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, ou de vos proches, qui constatent, qui s'estiment victimes d'une discrimination, d'un déni de ses droits, peut tout à fait s'adresser
au défenseur des droits. Il y en a un dans chaque département, où il y en a même plusieurs. Il y a des délégués du défenseur des droits dans chaque département. Et donc, il y a cette démarche individuelle. D'autre part, c'est toujours, et c'est ce que nous demandons toujours à l'UNAFAM, de faire remonter toutes ces situations, parce que au niveau de l'UNAFAM, là encore, nous avons la possibilité de saisir la défenseur des droits au niveau national quand il y a un certain nombre de situations identiques, et de nous adresser également à toutes ces instances comme cette Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et c'est en nous appuyant aussi sur ces conventions internationales ou ces textes européens que nous pouvons faire bouger les lignes et que nous pouvons faire avancer l'effectivité des droits. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous sommes directement concernés par cela, et nous pouvons avoir accès à cette modalité. Donc, je vous remercie beaucoup. Bien sûr. Oui, allez-y. Un dernier mot, Madame Yazid. Non, un dernier mot en conclusion. Parce que je pense que pour moi, le mot citoyenneté, c'est aussi un mot important. On doit, selon moi, être tous citoyenneté de son village, mais aussi citoyens du monde. Lorsque on a travaillé à l'obtention de cette plaque au Trocadéro, on l'a notamment fait avec un intergem, c'est l'intergem de Rhône-Alpes. C'était encore le périmètre de ces régions. Actuellement, je pense aussi que dans le pouvoir d'agir des personnes, elles peuvent, elles doivent, et je pense qu'un certain nombre de personnes le font, elles doivent se mobiliser sur les enjeux mondiaux aussi du moment, que sont le droit international humanitaire, les objectifs de développement durable. Et je voudrais, en conclusion, proposer de la même manière qu'on avait travaillé avec l'Intergem de Rhône-Alpes sur ce travail mémoriel, je voudrais dire que, je le dis à la présidente, je suis prête à m'engager bénévolement pour travailler avec un GEM dans le contexte de la situation que nous connaissons mondialement actuellement, eh bien, notamment sur le droit international humanitaire et sur les objectifs de développement durable. Pour que les personnes, le pouvoir d'agir des personnes, c'est d'être effectivement sujet de droit et réclamer ses droits et réclamer des politiques publiques, mais c'est aussi peser sur la marche du monde. Merci Madame Yazid. Merci beaucoup.